Dans cette première vidéo du chapitre 1, la variation de l'effectif des populations, nous allons traiter de l'échantillonnage. Alors pourquoi procéder à un échantillonnage? Déjà, c'est impossible de répertorier tous les individus, qu'ils soient d'origine végétale, animale ou autre. Donc évidemment, surtout lorsque les populations sont grandes, c'est strictement impossible. Ensuite, vous avez certains écosystèmes qui sont très étendus. Si vous travaillez sur une forêt, par exemple, qui fait plusieurs hectares, vous n'allez pas pouvoir tout répertorier, en tout cas dans un temps imparti. Et donc, on va procéder à une estimation de la population à partir de cet échantillonnage. Donc, suivant le milieu et les taxons étudiés, certaines méthodes sont plus appropriées que d'autres, évidemment. C'est ce qu'on va traiter juste après. Enfin, il existe d'autres méthodes que l'échantillonnage pour percevoir les variations d'effectifs des populations. On terminera par ça. Donc, quand on procède à un échantillonnage, quelle méthode choisir? Alors déjà, un échantillon, c'est une surface ou autre, ça peut être un secteur, un linéaire, la plus petite et la plus représentative possible de l'écosystème. Donc ça veut dire qu'il va falloir la choisir. Donc deux possibilités. Est-ce que la végétation est homogène? Alors si la réponse est oui, dans ce cas, exemple une forêt, une prairie, dans ce cas, on devra avoir un échantillon qui sera une surface. Donc vous avez, par exemple ici, le dispositif des quadras qui fonctionne tout à fait. Et donc, soit au hasard, ou organisé, Jacquard, Ronquier ou Jacquard, évidemment. Si par contre la réponse est non, c'est-à-dire que la surface n'est pas homogène, donc on a une végétation graduelle, par exemple un étang, une haie, une lisière, un littoral, dans ce cas, l'échantillon devrait être un transect, c'est-à-dire un élément linéaire le long duquel on progresse. Alors, par exemple, ici, une haie, vue du dessus, avec, par exemple, une zone herbacée, une zone avec des arbustes qui sont de bas étage, et puis avec des arbres plus hauts, de Auger, et puis le contraire, ici. Et bien, dans ce cas, le transect devra être de cette façon, à savoir que vous allez devoir progresser pour rendre compte de la progression de la végétation. Alors, pareil, si on a par exemple une mare ou un étang, avec une végétation de bordure qui est différente au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élément liquide et qui même continue dans cet élément liquide. Et donc là, c'est pareil, on va progresser de l'extérieur vers l'intérieur pour faire une espèce de profil de végétation. Donc vous avez l'exemple dans le cours, à la fois pour le littoral, mais également pour un étang. Alors, cette surface, il est possible de la calculer grâce à la méthode de l'aire minimale. Donc, vous avez une vidéo qui est dédiée, que vous pourrez retrouver dans le listing des vidéos du chapitre. Et puis, pour les milieux à végétation herbacée, on peut également se servir d'un cadre normalisé. C'est de la méthode des quadras, évidemment, que vous avez vu en cours, qui consiste donc à utiliser un cadre. On peut utiliser aussi une surface un petit peu plus petite, qui consiste à utiliser un cerceau, par exemple, qui est quelque chose de facile à utiliser. Et donc on regarde, voilà, c'est notre surface d'échantillon. Alors, c'est pas forcément la plus adaptée en termes de surface, puisque avec l'aire minimale, on peut déterminer une surface d'échantillonnage optimale. Par contre, ça a le mérite d'être facile à utiliser, et c'est surtout que vous pouvez comparer avec d'autres données, puisque quand on dit qu'on utilise la méthode des quadras avec un cadre d'1 mètre de côté, tout le monde utilise le même. Dans tous les cas de figure, un échantillon doit être répété pour que l'étude soit valable statistiquement. 10 fois, c'est vraiment le minimum, puisque quand vous êtes en dessous, vous avez quand même des biais qui sont induits par le hasard, tout simplement. Donc voilà, donc dans tous les cas, l'échantillonnage doit être répété. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, concernant l'échantillonnage des animaux, puisque évidemment, on ne peut pas utiliser les méthodes précédentes vraiment pour dénombrer les animaux, puisque ceux-ci sont mobiles. Et donc, vous risquez par exemple de ne pas compter un individu parce qu'il sera sorti par exemple de votre cadre ou de votre surface d'échantillonnage, ou au contraire, il se sera baladé 2 fois, donc vous le compterez 2 fois.
Donc c'est pas quelque chose qui est forcément utilisable pour les animaux, ce qu'on a vu précédemment. Donc pour ça, il existe d'autres méthodes, à savoir donc les captures et les piégeages. Donc la capture est quelque chose d'actif, hein, vous intervenez. Et par contre, le piégeage est quelque chose de plutôt passif, c'est-à-dire que vous posez votre piège, vous en allez, vous revenez, et normalement l'animal est capturé dedans. Donc ça fonctionne pour presque tous les animaux, hein, les insectes, mais également les mammifères, les oiseaux, etc. Donc ça permet de procéder à un marquage qui permettra éventuellement de faire une estimation de la population grâce à capture-recapture. Par contre, ça doit être le moins néfaste possible pour la biodiversité, à savoir que si ça entraîne par exemple la mort des individus que vous capturez, c'est embêtant. Alors ça arrive souvent quand il s'agit d'insectes. Là encore une fois, on va éviter du coup de le faire dans des milieux très fragiles. De la même façon, si on a des espèces protégées dans le secteur, on va l'éviter aussi, hein, puisque les insectes sont beaucoup plus sensibles, hein, que par exemple des mammifères, hein, qui résistent un petit peu mieux à la capture et que vous pouvez relâcher après. Là, souvent, c'est pas le cas, hein. Donc, par contre, ça permet d'estimer une population grâce au principe de capture-recapture. Et là, je vous renvoie à la vidéo dédiée dans votre listing de vidéos. Alors, savoir qu'il existe d'autres méthodes qui sont moins invasives, mais qui par contre ne permettent pas de faire une estimation du nombre d'individus dans la population. Donc, vous avez l'indice kilométrique d'abondance, qui est tout simplement un itinéraire que vous choisissez. Vous dénombrez les animaux le long de cet itinéraire. Ça vous indique un nombre d'animaux vus au kilomètre carré ou entendus au kilomètre carré. Et ça ne vous donne pas une densité, mais en tout cas, si vous répétez ça, vous pouvez voir des variations d'effectifs. Là, j'en ai moins entendu cette année, ou j'en ai plus entendu. Donc, ça peut me donner une indication sur l'évolution de l'effectif, mais pas sur l'effectif en lui-même. Et puis, on a un petit peu la même chose avec des indices ponctuels d'abondance. Donc, cette fois, c'est sur des endroits fixes, on ne se déplace pas. Donc, ce n'est pas un nombre d'individus vus au kilomètre, évidemment, hein, c'est sur un point. Et donc, c'est beaucoup utilisé pour les oiseaux, notamment les oiseaux qui sont assez territoriaux, qui chantent toujours au même endroit. Donc, on va sur les places de chant et on dénombre les mâles, hein, qu'on va avoir, puisqu'on peut les repérer souvent plus facilement que les femelles, puisqu'ils sont assez démonstratifs. Et donc, là aussi, ça ne vous donnera pas un effectif, mais ça vous permettra de faire un suivi. Enfin, pour l'échantillonnage des végétaux. Donc là, il existait depuis des siècles des herbiers, c'est-à-dire qu'on prenait des plantes, hein, que l'on souhaitait échantillonner, en tout cas pour pouvoir les étudier plus tard. Et puis on les faisait sécher bien à plat, en les dépliant, etc. On mettait le nom, le lieu de récolte, alors le nom vernaculaire et nom latin, la famille, etc. Et puis donc ça permettait d'avoir quelque chose de joli. Alors certains sont très anciens d'ailleurs, des herbiers bien conservés. Et par contre, on essaye d'éviter quand même de le faire parce que, évidemment, si vous ramassez un pissenlit, c'est pas grave. Si vous ramassez une orchidée, ça l'est beaucoup plus. Et donc, on s'est rendu compte que ces herbiers, en fait, notamment sur des plantes qui sont pas très fréquentes, déciment en fait sacrément les populations. Donc, du coup, il vaut peut-être mieux de nos jours, avec les outils qu'on a, préférer par exemple des herbiers photographiques, puisque maintenant, avec les appareils photo, vous faites de la macro qui est vraiment très précise. Et donc, c'est quand même mieux pour l'environnement quand vous ne prélevez pas. Surtout que vous ne prélevez pas pour manger, hein, vous prélevez juste à des fins d'études. Donc, voilà. Donc, on préfère plutôt les herbiers photographiques. Donc, voilà un petit panel des méthodes qui existent. Alors, c'est vrai que sur le marquage, je ne me suis pas étendue. Vous regarderez votre cours. Il y a plusieurs choses, hein, les bagues, les coups de marqueur, les sondes, etc. Bon, voilà. En tout cas, voilà quelques éléments à connaître justement sur cet échantillonnage.